Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je suis heureux d'avoir avec moi deux invités qui sont, je dirais, des professionnels de santé différents l'un de l'autre. Nous allons nous en rendre compte et nous allons apprendre beaucoup de choses. Vous le savez, je suis chirurgien à la retraite du bistouri, mais pas à la retraite de la santé. Et voyez, j'ai ma carte de l'ordre des médecins. Je suis médecin suspendu jusqu'au 31 décembre 2025. Vous voyez, j'ai demandé un sursis au Conseil d'État que j'attends. Je ne sais pas si je l'aurai. Mais si j'ai pas le droit de consulter un patient en tant que docteur, titre de docteur, je l'ai pas perdu, mais il est suspendu. J'ai parfaitement le droit, en tant que professeur de cancérologie, de chirurgie digestive, et j'aurais pu être également de nutrition, j'ai parfaitement le droit de travailler avec des collègues, avec des personnes qui sont dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, j'ai considéré important de voir qu'est-ce que l'on peut attendre de la naturopathie, de la micronutrition. Et donc, j'ai invité deux personnes qui, vous allez le voir, sont complémentaires et peuvent jouer un rôle important pour la santé de ceux que nous, cancérologues ou médecins d'une manière générale, que nous soignons. Pourquoi? Parce que si on est médecin généraliste, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut voir une quarantaine de malades les uns après les autres, renouveler les ordonnances, avoir peu de temps pour faire ce qu'on appelle l'anamnèse, l'interrogatoire précis du patient. Et donc, souvent, les patients, et d'ailleurs, ils s'en plaignent, ils disent, même mon oncologue, il voit mes radios et puis il me dit au suivant. Bon, donc, il y a une plainte incontestable de l'organisation de la médecine que nous, universitaires, nous devons bien comprendre de telle façon que l'objectif, c'est pas nous, c'est quand même le patient qui doit être soigné, conseillé le mieux possible. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous donc Kevin Lamberger, qui réside dans le Jura, à Mont-sous-Vaudrey, et que j'ai rencontré l'année dernière à un congrès de médecine intégrative. Je crois, Kevin, que vous attendiez 4000 personnes et vous en avez eu 9000. C'est à peu près ça, quoi. Tout à fait, victime de notre succès. Voilà, victime du succès. Et il y avait quand même eu un peu des difficultés peut-être avec un certain nombre de personnes qui se croient être les commandants de bord de la santé et qui avaient considéré que ça ne devait pas avoir lieu. J'étais présent avec beaucoup d'autres collègues et j'ai vu un congrès avec 9000 personnes dans un cadre vraiment magnifique avec un soleil du vrai Jura, quoi. Je dirais à Mont-sous-Vaudrey, à l'endroit même où résidait un ancien président de la République, Jules Grévy. C'est formidable que de la politique, ça se soit transformé dans le domaine de la santé. Alors, ce qui m'a frappé, Kevin, chez tout ce que vous faites beaucoup de choses là-bas à Mont-sous-Vaudrey. Et d'abord, moi, j'aime bien voir les choses sous l'angle de l'âge. Vous commencez par les petits, par les enfants. Vous êtes naturopathe et vous avez créé une école que vous appelez les petits naturaux. Alors, parlez-nous un peu de cette école des petits naturaux. De quoi s'agit-il? Eh bien, fort de mon expérience dans le domaine de la naturopathie et de la formation depuis des années, j'ai constaté plusieurs choses dans le cadre de mon travail et je me suis toujours dit que je serais le plus fier du monde de fermer mon centre de formation en naturopathie si un jour ce qu'on apprend à tout le monde, aux adultes de manière plus générale, eh bien on apprenait cela, ce bon sens, à l'éducation nationale. Donc en disant ça, je prends pas un énorme risque parce que je vois que c'est très lent. Le mammouth. Voilà, c'est ça. Et j'espère que ça arrivera. Mais on montre une forme d'éducation qui remplit toutes les cases qui est demandée par l'éducation nationale, mais autrement. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans cette école, les petits naturaux, donc c'est un jeu de mots, mais ça sous-entend la nature et l'eau, hein, quand même, oui, et pas la naturopathie, je le précise, même si évidemment, dans cette école, on aborde énormément de notions. La première, c'est la manière d'éduquer les enfants. On dit toujours l'éducation, mais déjà pour moi, il y a des formes d'éducation. Il y a l'éducation paternelle, maternelle, sportive, au goût, on en parlera, je pense, tout à l'heure, et à l'école aussi. Bien sûr. Et souvent, on est à l'école, quand on apprend l'école, grand public, disons, on est un petit peu le reflet de la chance ou de la malchance
de l'instit qu'on l'on a eu. Oui, oui, oui. Et du coup, moi, je voulais pas ça. Je voulais que l'enfant soit au centre de son éducation. Et donc, ce sont les Vous avez professeurs des des enfants écoles. vous-même, hein? C'est ça, c'est Oui. ça. Et donc, j'ai vu, hein, moi, à 2 ans, le mien, il savait reconnaître une dizaine de plantes, soit au goût, soit qu'au nez, soit qu'à la vertu. Parce qu'on a joué, on en a fait un jeu. Voilà. Il n'a pas eu la sensation d'apprendre Oui. et d'être imposé. Donc, on s'adapte à eux. Il faut savoir qu'il y a allez, à peine moins d'une dizaine de formes d'intelligence. Et en Occident, on met qu'en avant que 2 principales. Le logico-mathématique, donc c'est ce qui fait les filières S qu'on connaît, et le linguistique, la filière L plutôt. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup d'autres. Le kinesthésique, celui qui est en mouvement, on les repère facilement, il bouge tout le temps. L'intrapersonnel, qui doit créer sa propre méthode. L'interpersonnel, qui doit collaborer en groupe pour apprendre. Le musical, enfin, il y en a 9 comme ça. L'existentiel, celui qui se pose des questions sur tout et tout le temps. Donc ça fait partie de nos éducations. On adapte les outils, les moyens, que ce soit la géographie, des maths, de la littérature, mais à la manière de fonctionner normale de l'enfant. On a tous des prédispositions, des affinités d'apprentissage, et ils n'ont pas la sensation d'apprendre une fois de plus. Donc vous avez des professeurs des écoles C'est ça. qui appartiennent à l'éducation nationale, Tout à fait. formés par l'éducation Voilà. nationale. Qui ont 15 à 20 ans d'expérience dans l'éducation nationale, qui ont constaté les qualités et les défauts de celle-ci. Et donc, plutôt que d'apprendre sur un tableau blanc, eh bien, ces enfants apprennent dans la nature, principalement. C'est le tableau, c'est la nature. C'est ça, la nature. On va de la graine à l'aliment, hein. Évidemment, tout cela dans un cadre où l'alimentation est primordiale. Donc, tous les jours, eh bien, éducation au goût, ils cuisinent ensemble. Ils partagent aussi des repas. Ils cuisinent ensemble. Tous les jours, voilà. Pour le goûter, on le cuisine ensemble. Et des moments sont partagés. C'est exceptionnel, ça. Est-ce qu'il y a d'autres écoles comme ça en France? Non, puis vous voyez, pareil, les langues, on les apprend dès le plus jeune âge. Oui. Ils apprennent la cuisine à travers les langues, et vice-versa. Donc, ils apprennent une journée en anglais, en allemand, en français. Et ça ne les perturbe pas? Eh ben non, parce qu'en plus, c'est lié à une sensation physique. D'accord. Donc, on sait qu'on intègre bien mieux quand on apprend les choses en lien avec une sensation physique et gustative. Hein. Bien sûr. Vous connaissez le VACOG, hein, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, le gustatif, l'olfactif. Donc, on veut qu'ils fassent pour intégrer les choses naturellement. Voilà. D'accord. Donc, il y a un cadre, hein, comme on l'a dit. Tout à fait. Voilà. Alors, vous êtes reconnu par l'Éducation nationale, on dit vous êtes sponsorisé, les professeurs sont payés par l'éducation, ou bien il faut s'organiser soi-même, parce que ça peut être différent, là, si... C'est bien ça le problème, c'est qu'en France, quand on veut faire autrement, oui. Eh bien, on doit se débrouiller par soi-même. Oui. Donc, on a créé un écosystème solide, dont on parlera, j'imagine, tout à l'heure, oui. qui fait que cette école s'intègre dans d'autres structures qui se tirent vers le haut s'il y a un jour il y en avait une en difficulté. Donc, dedans, il y a des SARL, des EURL, des associations, etc. Tout le domaine légal, quoi. Voilà, c'est ça, qui fait que cette école permet de bénéficier de bourses aux parents, pour certains qui remplissent ces critères, mais c'est une école hors contrat, on appelle ça. Donc, même programme que l'éducation nationale normale. Obligation. Voilà, des contrôles, évidemment, on est les plus contrôlés d'ailleurs. Hein, évidemment, au bout de 3 mois, on a été contrôlés par toutes les instances officielles, mais avant, pendant et encore maintenant, pour voir si on remplit bien les critères liés à l'éducation des enfants. Voilà. Et là, ça marche, ça tourne. Ah ben là, ça Vous avez ouvert il y a combien de temps maintenant? Donc là, c'est la première année, depuis septembre, et il est très rare que ces écoles bénéficient d'autant d'enfants dès la première année. On a eu une trentaine d'enfants dès la première année. Ah, d'emblée, oui. Ces genres d'écoles, c'est souvent les ouvertures sont repoussées, puis quand on démarre entre 5 à 8, voire 10, on est très fiers. Donc là, on a explosé les compteurs, dû à justement cette éducation centrée sur l'enfant. Donc il faudrait qu'il y ait, au fond, si on s'adressait à des politiques, ce qu'on appelle le chèque scolaire, c'est-à-dire qu'un enfant dans le primaire coûte tant à l'État, c'est-à-dire à tout ce que l'État a par nos impôts, et un enfant du collège coûte tant, un enfant du lycée coûte tant. Donc il faudrait qu'on dise aux parents, tenez, vous avez le chèque scolaire qui vous permet d'aller dans l'école de votre choix. Et que vous ne soyez pas, vous, famille, handicapés par le fait que, voilà. Et une fois de plus, c'est le résultat le plus important. Là, on voit que nos enfants, ils ont 3 mois d'avance sur le programme normal. Voilà. Et en plus, c'est les parents, parce que même les parents doutent parfois, c'est normal. Hein. Il y a beaucoup de parents qui faisaient l'école à la maison, d'autres qui avaient essayé l'éducation
à l'école du village, etc. Mais eh bien, ils sont ébahis de voir que leurs enfants, c'est eux qui veulent aller à l'école, ils veulent pas de vacances, ils veulent aller à l'école. Et Ah, c'est chouette, pas de vacances. non, alors ça, c'est, Ouais, je vous dis, c'est la plus belle réussite de notre projet, justement, de voir ces enfants s'épanouir, heureux, bien que sûr. ce soit d'apprendre, de manger, de s'amuser, Faire la cuisine. de faire la cuisine. Bien Enfin, sûr. ils prennent du plaisir avec les animaux, hein, ils font de l'équithérapie, de l'apithérapie. Ouais. Les abeilles, Voilà, les c'est chevaux, ça, les c'est ça, animaux. c'est ça. Alors, vous-même, votre formation, Mhm. vous n'êtes pas de l'éducation nationale, Non. vous êtes formation santé. Tout Parlez-nous à un peu de votre formation. Si j'ai bien compris, c'est de la naturopathie. C'est ça. Donc, moi, j'ai toujours été passionné de la santé et de l'humain et de sa complexité, qu'elle soit physique, émotionnelle, sociale et autres. Et cela m'a amené à un beau métier qui est la naturopathie. Je ne connaissais pas avant. Moi-même, j'ai eu affaire à des problèmes de santé, disons, et je me suis tourné vers la médecine, que je remercie, mais j'ai vu ses limites aussi. Ouais. Et je me suis dit, bah, ça me règle mon problème, mais j'ai l'impression que ça manquerait d'autres. Et je me dis, est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient moins invasives et qui me feraient du bien? Donc j'ai découvert les plantes, la sophrologie, l'alimentation, l'hygiène de vie. Et je me suis dit, bah, est-ce qu'il y a un métier qui remplit tout ça? Parce que j'en ferais bien mon métier. Et celui qui cochait le plus les cases, à l'époque, c'était la naturopathie, qui est un métier qui est pour moi la manière occidentale de traduire toutes ces médecines millénaires comme la médecine chinoise, médecine indienne. Et c'est un petit peu notre médecine à nous, enfin, notre médecine, attention à ce qu'on dit, Oui. holistique. La santé holistique. Santé je dirais. holistique. Vous voilà. cherchez la santé et le C'est bonheur. ça. Le C'est bonheur ça. et la santé, c'est proche quand même. Hein. C'est ça. Et si je puis me permettre d'essayer de la traduire au plus simple, c'est difficile de définir la naturopathie. Si on demande à n'importe qui dans la rue, on lui dit c'est la santé par les plantes. Mais pas du tout. C'est très réducteur. Et c'est vrai que nous, on prend le temps, quand on reçoit quelqu'un, de l'analyser sur plusieurs angles. Et je vais essayer de faire court. Donc déjà, on va regarder dans ce qui lui arrive, que ce soit un problème de santé, de bien-être et autres, quels sont ces facteurs prédisposants. Donc qu'est-ce qui le prédispose à ça? Ensuite, qu'est-ce qui favorise cela? Donc si on prend l'eczéma, vous voyez, la famille avant, toute la famille a de l'eczéma depuis toujours, il y a eu du stress pendant l'allaitement, etc. Donc ce sont des facteurs prédisposants. Favorisant, bah, c'est souvent l'alimentation, le stress, etc. Et il y a des facteurs déclenchants dans la vie aussi, des moments durs de vie. La séparation avec quelqu'un, un déménagement, la mort d'un proche, etc. Et tout ça engendre des éléments déclenchants. Vous voyez, on voit des gens qui ne sont jamais malades tout au long de leur carrière, bim, retraite, Oui, et on lâche tout. Donc ça, c'est un élément, on lâche Ils n'ont pas tout. préparé. Quoi. Ils n'ont pas préparé, c'est ça. Et donc, aussi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'on aborde la personne sur plusieurs plans, moi j'appelle ça. Donc il y a souvent un plan mécanique. Moi j'aime bien dire que quand il y a un problème de foie, hein, vous êtes des spécialistes ici, eh bien, moi j'aime bien avant tout, avant de partir dans la chimie tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. C'est déjà la posture. Si tu te tiens tu comprimes ton foie parce que tu tiens tout le temps ton sac à main du même côté, que tu es tout le temps le bras comme ça sur le manche du levier à vitesse, etc. Eh ben, au niveau, on peut comprimer mécaniquement. Tout à fait. Et donc moi j'aime qu'on analyse la mécanique. On va embêter les gens sur leur posture, leurs chaussures, comment ils se tiennent, est-ce qu'ils compriment leur diaphragme, est-ce qu'ils respirent bien, etc. Donc le mécanique, la posturale. Ensuite, on va aller sur la chimie, évidemment, mais la chimie, nous, on va aller très loin. C'est-à-dire qu'évidemment, tout ce qu'on ingère, l'alimentation, les boissons, les médicaments, les compléments alimentaires, mais aussi tout ce qui nous touche, les gels douche, les shampoings, les lessives. La vie totale. Quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on inhale? Les nanoparticules, hein, est-ce qu'elles sont bonnes, moins bonnes dans mon milieu de vie? Et il y a aussi un autre plan, le plan émotionnel. Parce qu'on sait, je pense que le foie, par exemple, hein, on sait que la colère favorise des dysfonctions, hein, par exemple. Donc, on va analyser quelqu'un tout le temps stressé, dans un milieu de vie inadapté, dans le travail, dans la famille. On sait que ce sont des points clés hein, pour un état de santé optimum. Et puis, après, il y a un plan plus subtil qu'on a du mal à analyser encore en Occident, je dirais, c'est le plan environnemental. Donc, les pollutions électromagnétiques. Si je dors entre mon iPhone, mon iPad, le Wi-Fi, le Linky, la télé, puis qu'on vient vous voir le lendemain, je dors mal, tu m'étonnes. Alors, sommeil. C'est ni la petite plante du naturopathe, le petit grain bigarade, le néroli, ni, à mon sens, un neuroleptique violent qui va régler le problème. Ce sont des leurres, il faut régler la source. Qui règle rien du tout, sinon aller vers l'addiction. C'est ça. Et pour moi, j'aime aider
le client à trouver l'origine ou les origines de ces problématiques potentielles. Et après, à lui de choisir justement s'il préfère s'aider par la médecine, par la nutrition, la micronut, par la gestion du stress, etc. Et nous, on va quand même lui amener un bilan qui nous dictera un petit peu les prédispositions à travailler de manière prioritaire. C'est ça que je trouve passionnant dans ce métier, qui est aujourd'hui très mal compris, et c'est bien dommage. Et c'est vrai que le mot initialement, hein, par sa traduction latine, ne correspond pas vraiment à notre métier. C'est très réducteur, ce terme. C'est Et vrai santé intégrative, est-ce que ça colle? Eh ben voilà, c'est ça, Là, ce terme qui nous plaît mieux, disons, qui ressemble à vraiment notre activité réelle. Mais parfois, le mot santé peut être embêté par une envie de la médecine de se le garder à lui. Oui, c'est ça. Donc non, on n'a pas le Non, ça droit. n'appartient pas à la médecine, ça, je vous confirme, hein. Voilà, Le mot santé, il appartient au patient c'est ça, qui veut la santé. c'est ça, c'est Quand ça, il est malade, et quand il n'est pas malade, il veut pas tomber malade, quoi. c'est ça, C'est aussi c'est ça. simple que ça. Alors, donc, vous avez utilisé le mot micronutrition. Mhm. Et nous avons inscrit sur le début de cette rencontre naturopathie et micronutrition. Alors, en face de vous, donc Jean, que je connais bien puisque nous travaillons pas mal ensemble dans le domaine de la nutrition. Donc, micronutrition, est-ce que tu peux nous la définir et nous dire un peu comment ça fonctionne et la complémentarité, je dirais, avec la naturopathie? Alors déjà pour situer un petit peu les choses, sans aller jusqu'à raconter ma vie, mais au départ je commence par des études médicales que j'ai interrompues à une époque où j'habitais en Italie pour me focaliser sur la nutrition et sur une vision de la nutrition très fonctionnelle, beaucoup plus que basée sur des calculs de métabolisme de base, de dépenses caloriques et d'apport calorique, etc., qui sont quand même, il faut bien le reconnaître, en échec face aux vagues répétées d'obésité, de stéatose hépatique, etc., troubles métaboliques en pagaille. Et en même temps, le début des études médicales en particulier m'avait éveillé à tout un tas d'aspects de la biochimie, des aspects fonctionnels très importants, notamment le fonctionnement enzymatique. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'action des cofacteurs de nos enzymes, c'est-à-dire des outils dont nos enzymes ont besoin pour effectuer leur travail, qui sont les fameux micronutriments essentiels. Donc essentiels dans le sens où on est obligé de les apporter régulièrement parce qu'on ne peut pas les fabriquer, donc par voie alimentaire. Et ils sont présents dans la nature, hein. On en est certainement devenu dépendant au fur et à mesure de l'évolution des hominidés puis de l'espèce humaine, et avec beaucoup de différences selon les animaux dont on parle, hein. On sait que par exemple l'être humain est dépendant de la vitamine C, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de rongeurs qui sont capables de la synthétiser. Donc il y a des particularités comme ça. Et la micronutrition, c'est l'approche qui m'a le plus rappelé cet aspect du tout début des études médicales, parce que c'est une approche qui se base sur une connaissance des process physiologiques jusqu'à l'échelle cellulaire, donc communication intercellulaire, régulation donc du métabolisme, les transformations biochimiques, et puis les rôles biochimiques, pas les rôles entre guillemets symptomatiques des vitamines tels qu'on les aborde habituellement, par exemple la vitamine C contre le scorbut, les vitamines B contre la fatigue, etc. Ils ont des rôles biochimiques, sont des cofacteurs dont on connaît très bien la structure et les fonctions. Et donc, je me suis progressivement formé jusqu'à suivre un diplôme universitaire de micronutrition. Et donc, la micronutrition, c'est pas un régime, c'est une approche analytique de ce que l'alimentation apporte à un moment donné à un être humain, et c'est aussi une grille de lecture sur sa situation à un moment donné. Voilà. Alors, dans une consultation de nutrition chez une personne qui a été formée à la micronutrition, ce qui va apparaître en tout premier lieu, c'est une approche qualitative, c'est-à-dire la vraie question qu'on se pose en micronutrition, c'est est-ce que le modèle alimentaire du patient qui est en face de moi lui permet de se garantir un apport correct, suffisant, espérons-le, ou optimal, de micronutriments dont il a besoin. Ces micronutriments-là, les différents types d'oméga 3, d'oméga 6, les vitamines du groupe B, les minéraux, les oligoéléments, tout ça, quand on calcule les calories, on les voit pas.
Ils passent complètement à côté. Et quand Avant, c'était ça. Hein. Avant, c'était on calculait les calories. Ouais, mais il y a une époque où il n'y avait pas trop d'aliments ultra On transformés. disait 100 calories à l'heure, quoi. Oui, c'est ça. Mais à l'époque où on connaissait pas trop les aliments ultra transformés, on bricolait pas trop, on raffinait pas trop, on mangeait ce qu'il y avait, ce que les cultures apportaient selon les saisons. Donc le problème ne se posait pas tellement. Donc on pouvait faire cette approximation. Actuellement, c'est plus possible. On a des personnes qui ont des apports caloriques qui sont assez faibles et qui malgré tout sont en situation de délabrement métabolique et au bout d'un moment, à force de tenir bon sur une limitation calorique, ils finissent par complètement perdre la main, ils comprennent même pas pourquoi. Donc la grille de lecture doit évoluer et on a un peu deux modèles de pensée, deux paradigmes dans la nutrition, le paradigme purement calorique et le paradigme d'une approche micronutritionnelle. Alors est-ce qu'il y a la vérité plus d'un côté que de l'autre? Souvent elle se situe au milieu. Bien sûr. Parce qu'il y a des moments où oui, bien sûr, on doit faire un petit peu attention à la quantité de calories qui est ingérée, mais est-ce que ça doit être prioritaire? Selon cette approche de la micronutrition, il y a d'autres priorités avant. Tout le temps qu'on passe à calculer l'apport énergétique total quotidien, le niveau d'activité physique, etc., c'est du temps qu'on passe pas à vérifier s'il y a suffisamment de fibres, très important pour le métabolisme, suffisamment de magnésium, suffisamment d'eau, suffisamment de potassium, etc. Et puis beaucoup d'autres choses encore qu'on n'aura pas le temps de développer, mais cette approche de la micronutrition, c'est une vision de la nutrition qui est basée sur des preuves scientifiques. Il y a une quantité de publications scientifiques colossales qui orientent dans ce sens-là. Je pense que la science de la nutrition, d'une manière générale, est celle qui a le plus progressé, qui progresse encore, par des études épidémiologiques où on voit les habitudes alimentaires des uns et des autres et qu'est-ce que ça induit comme type de pathologie. Alors, tu as parlé de communication entre les cellules. Il y a aussi des communications entre les organes, le foie, l'intestin, le foie, le rein, tout ça avec le cerveau. On a parlé de l'intestin comme deuxième cerveau. J'aime pas trop cette expression parce que c'est pas mon cerveau, mon intestin qui me permet de décider ce que je dois faire. Mais c'est sûr que si j'ai un intestin qui marche bien, mon cerveau va mieux. Bon, donc voilà, on voit bien à peu près tout ce que vous faites à la fois qui est très complémentaire et en même temps, Kevin, ce que j'ai remarqué aussi à l'occasion du congrès de la, je vais pas dire médecine intégrative, hein, santé intégrative, pour avec ces personnes et pour être dans la vérité, santé intégrative, ce que j'ai observé dans le congrès, ce que j'ai observé dans ce que vous faites, c'est une vision globale, véritablement globale. Ce que vous avez dit sur les petits naturaux, nature et OEAU, c'est exactement ce que vous envisagez sur le plan général pour les adultes, pour les personnes âgées comme moi, etc. Bon, nous organisons prochainement ensemble, et vous m'en avez convaincu et je vous en remercie, un masterclass de cancérologie du 22 avril au 27 avril, où nous allons aller dans la profondeur, si on peut dire, des causes des cancers, de qu'est-ce que le cancer, quels sont les traitements actuels, comment accompagner. Alors là, vous, en tant que naturopathe, micronutritionniste, nous avons besoin de vous pour accompagner nos malades. Qui se souvient, j'ai encore un jeune qui vient me voir parce qu'il avait une tumeur agressive au niveau testiculaire et qui voulait qu'on lui enlève le testicule et on n'en parle plus. Et j'ai dit non, il faut l'enlever, d'accord, mais il faut surtout faire une chimiothérapie qui va être pénible. Et ensuite, il avait déjà des ganglions qui étaient atteints, ça va être très pénible. Et je me souviens que même le dimanche, il m'appelait, parce que vous étiez pas proche de lui, sinon je vous l'aurais confié, et il m'appelait le dimanche avec sa mère en disant « J'arrête le traitement, je n'en peux plus, je préfère mourir ». Enfin, vous voyez le type de réaction du patient que l'on comprend parfaitement. Et là, s'il n'y a pas un accompagnement, qui est un accompagnement à la fois humaniste, empathique, et en même temps de compétences, le gars, il part dans la dérive, il arrête tout, il dit je préfère mourir. Voyez. Alors, cet accompagnement que vous faites dans le cadre de la naturopathie, parce que vous êtes toute une équipe à Mont-sous-Vaudrey, c'est ça. Donc, parlons un petit peu de cette équipe et de tout ce que font les uns et les autres. Déjà, je me permets de rebondir sur cette masterclass qui est qu'un exemple, comme ce congrès qui... Alors moi, quand je fais des choses, je pars du principe de bon sens, oui. En fait. Et en fait, ce bon sens, alors je vais dire en France, hein, mais il est souvent attaqué. C'est-à-dire que on a réussi à faire ce que beaucoup n'ont pas réussi, c'est à fédérer la médecine dite générale, oui, en menant dans le même type de congrès de masterclass
des médecins, des professeurs, des chercheurs, des naturopathes et même des énergéticiens. Mais du coup, ça dérange. Alors que on voit bien qu'en médecine, maintenant, dans les centres de grands brûlés, qu'est-ce qu'il y a? Des barreurs de feu. Bien sûr. Alors, quand on a besoin de nous, on est compétent. Et puis, quand on organise des choses, nous, qui viennent du bas, on va dire, hein, de la non-médecine, eh bien, on se fait attaquer pour exercice légal de la médecine ou quoi. Non, moi, j'ai jamais été attaqué parce que je suis dans les clous, je donne la parole aux gens, en fait. Alors, je fais presque un peu le boulot de certains médias qui ne le font pas. Mais ça, c'est mon avis. Oui. C'est que je fais parler tout le monde et chacun donne son avis. Voilà, c'est tout. Tout à fait. J'interdis, moi, les discours anti-vax, Covid, j'en veux pas, c'est pas le sujet et on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que quand quelqu'un va pas bien, il aille mieux, mais tant qu'à faire, de travailler de pair pour pouvoir le faire aller mieux encore plus vite. Donc, comme vous dites, la médecine fait son travail et après, il est comme aberrant même de dire que pour quelqu'un qui a un cancer, on ne peut pas se permettre de lui conseiller des meilleurs aliments, de gérer mieux son stress, de respirer mieux, de boire une meilleure eau pour bien drainer toutes ces molécules. Donc voilà ce qu'on fait. Voilà, en gros. Ce que le cancérologue, l'oncologue ne fait pas. Il n'a pas le temps. Ben voilà, c'est par manque de temps. Donc travaillons ensemble et c'est ce qu'on veut faire naturellement, mais c'est lent, voilà. Et donc ce congrès est là pour ça aussi, pour donner la parole. Il aura lieu le prochain 14-17 juin, je crois. Du 14 au 17 juin et principalement le 15 et 16 juin. Et c'est Christian Perron qui sera là pour ouvrir le congrès, qui est le parrain, je dirais. Ça, c'est très, très important. C'est ça. Donc, on a tous les grands, hein, la famille Joyeux, Perron, bien d'autres. Hein, donc, les grands spécialistes. J'aime bien dire l'ancien médecin de Mitterrand, docteur Navroki aussi, oui. Et bien d'autres. Hein. Et donc... qui a permis à Mitterrand de vivre ses 14 années alors qu'il avait déjà une lésion prostatique au démarrage de son premier mandat. Donc, il a tenu très longtemps. Il y aura mon collègue aussi de Besançon, le professeur Philippe Imbert, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, qui est un type qui a une clientèle, qui est un super clinicien dans la dermatologie, professeur de dermatologie, médecine interne, endocrinologie, le top niveau, c'est sûr. C'est ça. Donc, et donc, ce domaine arc-en-ciel au sens large, parce que là, on a parlé de l'école, du centre de formation. Vous avez un arc-en-ciel devant vous, hein. Ben, je l'ai vu, là, la petite touche, vous avez vraiment pensé à tout, hein. Absolument. Et on l'a appelé le domaine arc-en-ciel, mais ces activités sont multiples. Dedans, on s'attaque à la fois à la santé et à la formation. C'est-à-dire que, on l'a dit, il y a l'éducation des enfants, l'éducation des adultes, même si je trouve ça encore malheureux, mais c'est important, il n'y a pas d'âge pour apprendre et apprendre à aller mieux. Et il y a aussi le côté santé. Donc, on a la chance d'avoir monté un institut type clinique, mais collaborative, une fois de plus. Il y a des médecins, des chercheurs, une équipe de recherche officielle, avec des naturopathes, des ostéopathes, et on reçoit le client, le patient. Des professionnels de santé intégrative. Voilà, c'est ça. Et notre voix ne fait plus qu'une. C'est pas le patient repart avec l'avis du médecin, l'avis du micronutritionniste, l'avis du naturopathe, l'avis quelque part, on s'en fiche. Pour moi, hein, en tout cas, on veut qu'il aille mieux et en fait, on va collaborer ensemble pour que chacun amène ses qualités d'observateur, de clinicien, et on va se retrouver, on va aider le patient à prioriser. Parce que souvent, il est en errance thérapeutique, il est paumé. Par où je commence? Je vois l'ostéo, il me dit ça, le nutritionniste dit ça, le naturopathe dit ça, le médecin dit ça. Du coup, il retourne dans ses travers assez rapidement. Et là, on va l'aider avec ses contraintes réelles. Parce qu'à notre époque, on ne peut plus ne pas parler de budget aussi. Oui, bien sûr. Et il y a une grande éducation à faire à ce niveau-là aussi. Bien sûr. Alors, c'est un peu en cancérologie, on a ce qui est obligatoire selon la loi, la RCP. J'aime pas trop ces trucs-là, mais bon, ça s'appelle comme ça. Réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, vous avez l'anapath, celui qui a regardé au microscope, le radiothérapeute, vous avez l'oncologue, vous avez le chirurgien. Et maintenant, ils ont commencé à intégrer le nutritionniste. Le problème, c'est que le nutritionniste, je ne vais pas citer de nom, mais je connais bien l'Institut du cancer où j'ai travaillé pendant près de 50 ans, c'est qu'ils sont très liés à Nestlé, ils sont très liés à des produits, si vous voulez, il y a des liens. Pourquoi? Parce que l'institution elle-même reçoit des informations
par l'intermédiaire de ses collègues qui sont dans la nutrition, qui ne sont pas dans la micronutrition et qui ont une vision un peu simpliste en fonction de 2 ou 3 paramètres, le taux d'albumine, le fait qu'il faut pas perdre de poids, la bascule, etc. Et ça, c'est à mon avis, moi je l'ai vu de très près, hein. C'est un peu à court terme. Quand j'étais au centre de Montpellier, j'ai voulu créer des repas de progrès. Bon, et j'ai pu arriver à les créer avec des repas qui étaient plus orientés vers le végétal, vers des protéines marines, etc. Et quand je suis parti à l'Institut Curie à Paris, tout ça s'est effondré. Parce qu'il faut tenir à bout de bras ce que vous faites là-bas à Mont-sous-Vaudrey, que nous allons vivre avec le masterclass de cancérologie. Au mois de septembre, il y aura un masterclass. J'ai vu le programme qui est parfait sur la santé de la femme. Et Dieu sait qu'il y a énormément de demandes. Voilà. Alors, justement, ce qui se passe, je trouve, dans les centres de cancérologie, nous en avons 22 en France, c'est que la nutrition est prise en charge d'une manière ancestrale. C'est le poids, c'est la sarcopénie, c'est la perte musculaire, et c'est en même temps un patient qui vit dans le stress et dans l'angoisse, qui est recontrôlé, et dans le recontrôle, on lui dit de venir pour voir s'il n'a pas une métastase, si le cancer est pas en train de foutre le camp ailleurs, alors qu'il faut lui dire, je vous demande de voir d'abord mon naturopathe qui travaille avec moi, mon micronutritionniste qui travaille ensemble, de telle façon que vous ayez déjà les bonnes habitudes alimentaires et que vous quittiez ceux qui peut-être en cause par une alimentation trop inflammatoire. Alors, justement, Jean, ton expérience dans le domaine des patients que je t'envoie ou que tu trouves ou qui viennent vers toi dans le domaine de la cancérologie, c'est quoi? C'est complexe, mais je réfléchissais en t'écoutant parler au fait que j'ai enseigné la nutrition à des naturopathes pendant très longtemps, je le fais encore quand on me sollicite, et j'enseigne dans une école de nutrition à Genève qui est intégrative. La différence, elle est proche du milieu de la naturopathie, sans former des naturopathes. Les naturopathes cumulent, comme l'a bien présenté Kevin, plusieurs techniques, plusieurs orientations qui sont très complètes. Et nous, on est très focalisé sur la nutrition. Alors, on a un enseignement à Genève, oui. On a un enseignement qui est très très poussé de la nutrition. Voilà, je sais pas si c'est pas 3 à 4 fois plus volumineux que ce qui est enseigné en nutrition classiquement en naturopathie, mais d'une manière générale, les naturopathes sont plutôt de bons conseillers en nutrition, assez cohérents, il y a du bon sens, etc. Et c'est quand on commence à rentrer dans des situations plus complexes, plus médicales, avec des accompagnements spécifiques, que c'est plus difficile. Et généralement, ils se forment aussi à leur tour, pour la plupart d'entre eux. Après, naturopathie, il y a la naturopathie telle qu'elle est enseignée en France, c'est relativement court. Sur la Suisse, c'est beaucoup plus long. Sur l'Allemagne, c'est reconnu là-bas en Suisse. Sur la Suisse, il y a une reconnaissance en Allemagne aussi. Forte. Mais pour avoir le brevet fédéral en naturopathie, il faut 6-7 ans de formation au total, c'est très long. Donc il y a des compétences qui sont pas toujours très homogènes. J'ai enseigné donc sur la spécialisation nutrition de plusieurs écoles de naturopathie pendant très longtemps, et ça m'arrive encore. Et c'est un outil de travail parmi beaucoup d'autres. Et en oncologie, c'est vrai que en milieu hospitalier, il y a peu de temps à disposition. Il y a des conseils qui sont souvent très tranchés et très focalisés sur l'inquiétude majeure des oncologues, qui est la perte de poids des patients, qui est un critère d'affaiblissement dangereux qu'on souhaite pas. C'est leur obsession, je dirais. Voilà, je pense qu'ils ont des raisons d'être attentifs à ça. Dans des cancers qui touchent notamment au foie et au pancréas, c'est quand même ça va compliquer les choses. Ça peut aussi augmenter, je suppose, relativement la toxicité de certains traitements, parce qu'ils sont vraiment au niveau de la ligne rouge. Il y a une marge thérapeutique très très étroite. Donc, il faut être prudent avec ça. Le gros souci, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a toujours des conflits d'intérêts, des intérêts financiers derrière, avec les fameux compléments nutritionnels oraux ou compléments oraux nutritionnels. Alors, peu importe les marques, ça vient beaucoup de l'industrie du lait, parce que le lait est une matière première intéressante dont on peut extraire. Parler de médecine du lait quand même là, franchement. Non, parlons presque des pathologies du lait. Ça, c'est moi qui ose le dire par rapport à la médecine du lait. Mais je pense qu'il faut situer les choses dans leur contexte. Le lait est une matière première extrêmement intéressante d'un point de vue de l'industriel. C'est-à-dire qu'il y a le lactosérum qu'on peut utiliser pour faire beaucoup de choses. Il y a la caséine qui est une protéine qui est très complète.
elle a tous les acides aminés essentiels, elle a un poids moléculaire important, et puis ils arrivent à la produire avec des rapports de coûts intéressants. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On a de la caséine, on peut faire de l'hyperprotéiné très facilement. Un patient qui a perdu l'appétit, le pauvre, qui est en difficulté, qui absorbe mal, qui a l'intestin abîmé par les chimios, tout ça, lui apporter plus de protéines, sur le papier, c'est très intéressant. On peut faire des mélanges hyperprotéines, hypercaloriques. Ça part d'un vœu qui est pieux, plus que pieux, je dirais que c'est logique. Le problème, c'est que la caséine, elle est difficile à digérer. Il y a des patients à qui ça coupe l'appétit. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on apporte comme nutriments dedans? Des choses qu'on a rajoutées, on a mis pour la vitamine E par exemple, on a mis l'alpha-tocophérol. Mais il y a 8 formes différentes avec des niveaux d'activité différentes de la vitamine E. Il y a les tocophérols, les tocotriénols, et tous ont des activités très intéressantes et très complémentaires. Donc aller leur apporter un truc, un complément alimentaire, j'aime pas l'idée de se baser uniquement là-dessus, qui est Ça coûte cher quand même, hein, les compléments. oui, ça représente un coût aussi pour la sécurité sociale, alors qu'en fait on a Pour des le patient outils aussi. pour le patient aussi, mais il y a une partie qui est remboursée avec les compléments nutritionnels oraux, puis parfois ça leur est donné en milieu hospitalier. Alors quand il y a que ça qui passe, on va pas s'en plaindre. Ouais. Mais quand on fait un peu le forcing là-dessus et qu'on oublie que dedans il y a quand même beaucoup de sucre, si c'est pas du sucre, c'est des édulcorants, la qualité d'activité de ces micronutriments est très très loin d'être aussi intéressante que les vitamines quand elles sont dans un contexte naturel où leur activité biologique est potentialisée par tout ce qui les entoure, par cet effet matrice dont on parle tant. Donc c'est important d'avoir une connaissance plus poussée et pas cliché des micronutriments de cette façon-là. Mais par exemple, hier, une patiente en pleine conférence qui lève la main et qui dit « Qu'est-ce que vous pensez du lait sans lactose ?» Je lui dis « Écoutez, allez voir un naturopathe, allez voir un micronutritionniste. » Alors tu lui répondrais quoi à cette patiente? Je lui répondrais que si elle a une intolérance... tout le monde apprend en même temps, quoi. Si elle a une intolérance au lactose, ça devrait améliorer ses symptômes. Et si ça ne les améliore pas, c'est que c'est pas le lactose qui est le problème. Ouais. Le souci, c'est qu'on fait du réductionnisme nutritionnel, c'est-à-dire qu'on réduit le problème de la digestion du lait au lactose. Or, le lactose, c'est un tout petit problème. Bien souvent, il y a des personnes qui ont plus de problèmes avec la caséine, parce que c'est difficile de digérer la caséine. À la base, un être humain n'est pas équipé d'un point de vue enzymatique pour digérer la caséine du lait de vache. Il est équipé pour digérer un lait qui contient une caséine de plus faible poids moléculaire, en moindre quantité, avec plus de protéines de lactosérum. Donc la caséine commence à devenir digeste quand elle a été confrontée à des populations de micro-organismes, comme dans un fromage qui a été affiné vivant, quoi. Un fromage vivant qui a été affiné suffisamment longtemps pour que les protéines commencent à être découpées. Là, un comté de combien d'années? 18 mois au moins, ouais. Ce serait bien. Comté, parmesan, j'ai pas d'exclusivité pour le comté ou un gruyère de qualité, mais déjà première question, la caséine, est-ce que c'est la même d'une race de vache à l'autre? Pas du tout. Ouais. Hein, une Montbéliarde, une Jersiaise, une Simmental, une race d'Airins, une Tarine, etc. C'est pas la même qualité de lait et elles mangent pas forcément exactement dans les mêmes biotopes. Donc la notion d'appel d'AOP, appellation d'origine protégée, toutes ces choses-là qui protègent un savoir-faire mais aussi un terroir avec tout un biotope et toute une série de végétaux. Ça aussi, ça a de l'importance et c'est du bon sens, mais aussi c'est du respect de quelque chose qui a une dimension culturelle très forte et puis écologique aussi. Alors, dans votre équipe, il y a des personnes aussi qui sont centrées, compétents sur le jeûne. Bon. Alors qu'on fasse jeûner un énorme bonhomme ou une énorme dame, ça me paraît intéressant. Mais là, c'est du jeûne, je dirais, avec une vision véritablement scientifique, parce qu'il y a différentes formes de jeûne, il y a de quoi je vais jeûner, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas. Ça, c'est très important aussi dans votre équipe. Complètement. C'est Fabien Moine ou Lemoine. Moine et plein de spécialistes. Et d'autres, d'accord. Et je me permets juste de rebondir rapidement sur le lait juste avant. Mais c'est vrai que moi, ce que je suggère à tous ceux qui nous écoutent, c'est d'analyser, mais complètement, chaque chose qu'ils aiment beaucoup. On est quand même dans le pays du fromage. Oui. Donc, priver un Français de son fromage et de son pain et de son vin rouge, c'est compliqué. Mais il est vrai qu'il y a plein de choses à dire, que ce soit au niveau micronutritionnel, mais aussi comment il a été, est-ce qu'il est UHT ou non? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est plein d'hormones ou non? On en parle moins. Mais les laitages aussi, ça fait partie de leurs problèmes, les hormones. Facteur de croissance. Facteur de croissance, la grosse hormone, etc. Absolument. Et donc, moi, j'aime bien, comme vous l'avez dit, d'analyser quelle est la vraie problématique. Est-ce que c'est dû à la protéine du lait,
au lactose. Et puis aussi redire que c'est normal qu'on digère de moins en moins bien ces produits-là, parce que le lactose diminue avec l'âge aussi. Donc, ce que les gens comprennent pas, comme ça a très bien été dit tout à l'heure, c'est que notre corps évolue aussi. Et on se rattache toujours, mais avant je digérais, ça peut pas être ça. Donc, voilà, je voulais juste le préciser parce que c'est vrai que Bien sûr. on pense pas on espère avoir une jeunesse éternelle, mais notre corps évolue, notre état enzymatique évolue, et du coup on évolue avec, et nos goûts alimentaires, à mon sens, doivent évoluer aussi avec notre santé. Voilà. Bien sûr. Et donc pour le jeûne, justement, c'est pareil, ça fait partie de ces pratiques de bon sens. En fait, on est dans maintenant un mouvement, un pays d'abondance. On ne réfléchit plus, nous, à nos époques, si on va pouvoir se permettre de manger ou non, pour la plupart, hein, évidemment. Je parle pas de ceux qui ont vraiment très très peu de moyens, mais la vraie faim, est-ce qu'on l'a vraiment déjà ressenti, nous, nos grands-parents, arrière-grands-parents, je pense que oui, les temps de guerre, etc. Et même, ils nous ont transmis ça, ce manque d'abondance. Maintenant, dès qu'on a, on préfère avoir des réserves. Oui. Mais ça, c'est de l'histoire aussi, hein. C'est un peu dans nos gènes, dû aux guerres qu'on a ressenties, qu'on n'a pas vécues peut-être nous, mais que nos grands-parents ont vécu, et nos parents. Et donc, le jeûne, mais c'est que du bon sens. C'est-à-dire que avant, on devait aller chercher ses produits, on devait aller tuer son animal pour pouvoir manger, et on était en jeûne. Maintenant, on ne l'est plus. Donc, le jeûne, en très simple, c'est mettre au repos toutes ces fonctions, qu'elles soient digestives, enzymatiques, c'est-à-dire qu'on va se concentrer, l'énergie que l'on aura, du coup, parce que par le biais de la néoglycogénèse, on continue d'avoir de l'énergie, en fait, Oui, hein, c'est autrement, ça. par nos graisses, nos protéines, etc. On peut fabriquer du sucre, quoi. Voilà, autrement. Et du coup, à continuer à vivre, à avoir de l'énergie. Et donc, ça nous permet de nous attaquer à des cellules cancéreuses, Bien sûr. de nous nettoyer par le biais, mieux nous nettoyer par les émonctoires. Je voulais en parler un petit peu brièvement. Les émonctoires, ce sont des voies de sortie, Faut en parler, voilà, bien sûr. qui sont mais une chance parce que ça nous nettoie par la transpiration, par la respiration, par les urines, par les selles. Et donc on a plein de voies de sortie. La femme, elle a la chance d'avoir l'utérus en plus, par le biais des pertes, hein, Bien les sûr, pertes bien sûr. blanches, etc. Et donc, ce sont des voies de communication avec l'extérieur qui nous permettent de nous nettoyer. Et ce jeûne, c'est quelque chose d'intéressant pour certaines populations qui ont ce besoin de se nettoyer. Pour moi, je défendrai jamais ceux qui font n'importe quoi toute l'année, puis qui se disent, tiens, je fais une semaine de jeûne. Oui, oui, Pour moi, ça, c'est une aberration. complètement. Par contre, prendre soin de soi, j'ai pas faim, bah autant rien manger. Parce que oui, si on mange même un petit pois, on réenclenche tous nos systèmes digestifs. Donc, autant rien manger. Tiens, je vais sauter un repas. Ou tiens, aujourd'hui, je vais pas manger. Et puis, des fois, tiens, j'ai envie de me nettoyer un peu plus parce que je ressens que je fatigue plus, je dors moins bien, je suis plus stressé. Et là, on peut être accompagné par des spécialistes. Ah, il faut. Voilà, obligatoirement. Ce qu'on appelle le jeûne partiel, tout le monde a déjà sauté un repas. Oui, Ça, on peut se le faire soi-même. Mais quand on veut faire un jeûne, même déjà de 2 jours, voire plus, il faut être accompagné par un professionnel. Et surtout pas faire des jeûnes secs, on appelle, hein, sans eau, sans oui, rien, oui. en plein été, comme ça, sans aucune expérience, c'est très dangereux. Oui. Mais donc, un jeûne s'accompagne. Parce que oui, si on a tous nos émonctoires de bloqués, que je jeûne, que je relargue plein de toxines, et qu'il n'y a pas de voie de sortie, ça peut même être plus dangereux que de ne rien faire. Donc oui, des gens comme Fabien Moine, mais plein d'autres, peuvent accompagner. Tous les naturopathes ont été formés à cela, en tout cas la plupart. Hein. Et donc, c'est important de temps en temps de s'accorder des moments de pause. Vous savez, en cancérologie, dans les années après-guerre, on a observé 2 choses. D'abord, on nous a dit, les gens arrivent des camps de concentration très dénutris, etc. Il n'y a pas beaucoup de cancers. En réalité, on n'avait pas de statistiques. Bon. Et c'était probablement pas si vrai que ça, parce que ne restaient que les plus solides. D'accord? Maintenant, on n'est pas dans la dénutrition, on est dans la surnutrition. La forme de malnutrition que nous observons, on est passé de l'hypo à l'hyper, quoi. Voilà. Et à l'époque, je me souviens que il y avait des collègues, moi quand j'ai commencé dans le domaine dans les années 70-72, il y avait une idée fausse qui circulait, mais comme étant une idée vraie, hein, une magnifique fake news, c'était on va affamer le cancer. On va l'affamer. Ça veut dire que on va le faire mourir de faim. Hein, voilà. Ce qu'on oubliait complètement, c'est que l'organisme est suffisamment bien organisé pour que la tumeur qui est à son endroit vole ce dont elle a besoin pour grandir. Bon, et on s'est rendu compte que ça marchait pas. Alors, ça veut pas dire que il faut donner n'importe quoi à manger à la tumeur. Et nous avons fait des études sur des animaux
des petits animaux sur un rat. En une semaine, vous lui mettez une tumeur qui est un vrai cancer, un sarcome avec du diméthylbenzotracène, etc. Et puis vous suivez avec une mensuration sa tumeur. Et on a modifié simplement, non pas le régime alimentaire, on leur a donné le même régime alimentaire, mais on a préparé la cuisson de ces aliments d'une manière différente. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de magnifiques différences entre je cuis à la cocotte minute, je cuis au four, je cuis sur la poêle ou bien je cuis avec la vapeur douce. Et ça a été extrêmement intéressant puisque j'ai eu dans mon laboratoire un type qui s'appelait Monsieur André Coquard. C'est lui qui a mis au point le cuit-vapeur vitaliseur dont Marion Kaplan parle de manière très très juste dans ses conférences. Et ben ça aussi c'est un point important. Donc il y a le choix de l'aliment. Il y a la micronutrition, il y a aussi la préparation de l'aliment. Donc, tous ces éléments. Or, chez vous, il y a aussi la cuisine, la préparation, je dirais. Parlez-en parce que ça fait partie de votre global, je dirais. C'est ça. Donc, comme vous l'avez justement dit, l'alimentation au sens large, c'est difficile à appréhender au quotidien parce qu'il y a des personnes qui cuisinent bien. Il y a ceux qui achètent bien, il y a ceux qui transforment bien, mais celui qui sait trouver le bon produit, qui sait maintenir son taux de vitamine dans son frigo sans retourner au magasin tous les 2 jours, qui sait le transformer, ça devient presque un métier. Absolument. Donc on peut avoir les meilleurs appareils du monde, si on connaît pas tout ça. Par exemple, je vais prendre un exemple, la salade coupée, 3 heures après, on dit qu'il y a quasiment plus de vitamine C. Mais on a des petites techniques, par exemple, en maintenant un linge humide. Alors moi, j'appelle ça le cul de la salade, scientifiquement. Le cul de la salade. Voilà. On le maintient un petit peu humide et ça lui maintient son taux de vitamine. Tout à fait, tout à fait. Et puis après, comme vous l'avez dit, il y a des cuissons, donc des vapeurs douces très connues avec le vitaliseur. Mais aussi, on sait que quand on cuit quelque chose, on peut remettre une partie de ce même aliment. Je cuis des carottes et à la fin, je peux remettre une poignée de carottes crues. Ça, c'est l'étude Kouchakov qui le démontre. C'est-à-dire que ça va réapporter des fonctions enzymatiques comme si le tout était cru. Carotériser, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, il y en a plein qui nous disent, mon médecin m'a dit qu'il fallait prendre de l'huile d'olive. Voilà. Donc ça, c'est très connu. Ou j'achète du label rouge. Alors c'est du bon. Oui, mais ils nous crament tout ça au four à 240 degrés. C'est cramé, quoi. Et donc, voilà. Et donc, ça ne vaut plus grand chose. Des fois, moi, j'adore le dire. Il vaut mieux une bonne pizza entre amis avec des produits de qualité, même avec le petit verre de vin qui va bien, que la carotte râpée dans son coin tout seul malheureux et mal préparée. Parce que oui, la carotte râpée, si j'emmène pas un acide gras, eh bien, je n'absorbe pas le bêta-carotène. Donc, tout ça, c'est passionnant, mais ça s'apprend. Les contenants, je me permets brièvement de parler des xénobiotiques, on en parle très peu. Parlez-en, oui. Donc, il y a aussi toutes ces choses qu'on ne voit pas, qui n'ont rien à faire dans notre organisme. Oui, donc, dans une boîte en aluminium, mes petits pois, là, que j'ouvre, dedans, il y a beaucoup de furane, par exemple, qui est une molécule très toxique pour nous. Donc, c'est un transfert du métal dans l'aliment. Ça s'apprend, ça. Vous voyez, tout ce qui est acide, on limite. Vous voyez, les boîtes de maquereaux, vous me les prenez au naturel que dans de la sauce tomate, du vin blanc ou de la moutarde, qui sont des acides qui vont attaquer le métal. On le retrouve dans l'aliment, les pesticides, les additifs. Moi, je retrouve dans l'intestin les petits pois. Quand on opère en occlusion, on a des petits pois, on a des haricots, on a des choses, on sait quelle est l'alimentation du patient, quoi. Et puis qu'il n'a pas mastiqué. Qu'il n'a pas mastiqué. Oui, bien sûr. Et non digeste par un manque de qualité de produit initial. Donc voilà, juste, moi j'aime bien remettre sur la table le contenant. Vous savez que dans une bouteille en plastique, on retrouve jusqu'à 2000 nanoparticules de plastique. C'est du pétrole, quoi. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Les boîtes aluminiques, dérivées d'alu. Et ça, c'est pas l'oncologue qui va vous le dire. C'est ça. C'est même pas le professeur de nutrition de l'université de Montpellier, de Paris ou de Dijon. Il vous le dit pas, ça. C'est ça. Et puis, là, on est dans le détail de la nutrition, bien sûr. Donc voilà, donc ça et penser aux additifs, ce serait mon petit mot, moi, de la fin, en tout cas, sur ces sujets, parce que il y a l'alimentation, mais il y a tout ce qu'on se met aussi sur notre peau, les gels douche, les shampoings, etc. Les déodorants 72 heures maintenant qui existent. Donc vous imaginez tout ce qu'il y a dedans pour que... Ce qui est sûr que, par exemple, vous voyez, moi, j'ai été ado comme tout le monde, et quand j'étais ado, nous allions au sport. Et là, on se donnait à fond, quel que soit le sport. On rentrait en sueur, mais on avait une saine sudation. Aujourd'hui, la sudation, elle n'est pas bonne, elle ne sent pas bon. Donc, on élimine un certain nombre de produits toxiques. Ça veut dire qu'il faut bien transpirer,
mais que ça a beaucoup changé par rapport à ce qui était autrefois. Alors, je voudrais revenir sur l'école de nutrition holistique de Genève. Bon, ce qui est intéressant, parce que je suis allé donner des conférences, que tu m'avais demandé de venir là-bas, je trouvais ça intéressant parce que on est dans un pays beaucoup plus ouvert que la France. C'est-à-dire que là-bas, il y a de véritables métiers. J'ai été très frappé. Je me souviens un jour d'une jeune fille qui réussit en médecine et elle réussit en naturopathie. Et elle va vers la naturopathie. J'ai dit, attendez, à l'époque, je connaissais pas beaucoup. Je dis, pourquoi vous allez vers la naturopathie? Elle me dit, mais c'est beaucoup plus intéressant. Elle m'avait un peu ouvert l'esprit, pas assez. Mais maintenant, ça y est. Alors, nutrition holistique, ça veut dire quoi, holistique? Ben, les tenants et les aboutissants de l'équilibre ou du déséquilibre dans les habitudes alimentaires et dans l'hygiène de vie, c'est pas juste mon rapport avec l'alimentation. C'est mon rapport avec l'alimentation et tout ce qui tourne autour, tout ce qui va l'influencer. Une personne qui a appris à s'alimenter d'une façon plus ou moins cohérente, mais avec une certaine stabilité dans sa santé, tout d'un coup, elle a un choc psychologique. Elle est déracinée de son milieu. J'ai eu l'occasion de voir des patients qui avaient été déracinés pour des raisons de conflits d'Ukraine, de Russie, d'Azerbaïdjan, d'Arménie, d'Amérique du Sud. Ils se sont retrouvés déracinés dans des pays d'Europe très accueillants, dont ils ont beaucoup apprécié la disponibilité. Donc ils ont eu cette chance-là, mais ils sont complètement extraits de leurs origines. Ah, mon village, il était à tel endroit, etc. Je me souviens. Et donc, il faut se créer un contexte complètement nouveau, peut-être avec des drames personnels aussi derrière, peut-être des drames spirituels, des personnes qui étaient exclues d'une communauté, qui étaient très soudées, voilà, qui étaient considérées un peu comme le mouton noir de la communauté. Et à cause de ça, ils sont obligés de fuir leur région. Il peut y avoir énormément de choses qui amènent une personne à son corps défendant à changer ses habitudes alimentaires et son hygiène de vie, peut-être avec une dépression à la clé, et tout ça va énormément influencer son rapport à elle-même. Parfois, il y a aussi le problème financier, tout simplement, hein, mais ça va influencer énormément son rapport à elle-même et son rapport avec son alimentation. Et l'alimentation, ça fait partie de l'intimité de chacun. Que j'explique aux personnes qui suivent les formations que je donne à l'école de nutrition holistique ou ailleurs, c'est que toucher à l'alimentation d'un patient, c'est toucher à son intimité. On ne touchera pas à son intimité s'il n'est pas d'accord. Oui. Donc, il faut être dans une discussion libre, ouverte, dans une véritable écoute active, dans une réceptivité totale de tout ce que le patient transporte et qu'il est disposé évidemment à nous dire. Voilà, on n'est pas intrusif, c'est hors de question. Pour comprendre par quel biais, avec quels outils on va pouvoir l'aider à intégrer la nécessité de faire tel ou tel changement. Ouais. On touche à son intimité, donc on touche à ses aliments doudous, on touche à des choses qui ont un effet rassurant, parfois antidépresseur, parfois anxiolytique. Donc c'est très très délicat. Il faut faire tout ça avec beaucoup de délicatesse, et le fait d'avoir conscience, et plus que conscience, que un être humain, c'est pas juste un estomac avec un système digestif au bout, c'est un corps, mais c'est aussi une intelligence. Il faut compter sur l'intelligence des gens, peu importe le quotient intellectuel, c'est une intelligence. C'est aussi une spiritualité, sans aller parler de religion, mais il y a des spiritualités qui imposent des interdits, qui imposent aussi des comportements alimentaires particuliers, et ça a une influence aussi sur la façon. Le Ramadan récemment. Hein. Oui, le Ramadan, il peut y avoir des traditions plus complexes encore. Voilà, on mange pas certains poissons qui n'ont pas d'écailles pour des raisons particulières. Donc le fait, par exemple, de ne pas cuire d'une certaine façon ou de toujours très fortement cuire les choses, bon, tout ça a une origine, tout ça correspond à tout un tas de facteurs influençant les habitudes alimentaires. Donc on a un véritable travail qui se fait sur tous les versants. C'est ça l'holistique. C'est ça l'holistique en fait. Voilà, à un moment, quand on a quelqu'un qui est tout le temps en train de manger beaucoup, des grandes quantités, qui baffre, comme on dit, il faut se poser la question, il faut le pousser à se poser la question: est-ce que ce que je mange me nourrit? Si je pose pas la question, voilà, et est-ce que je me nourris quand je mange? Ensuite, si la réponse est un peu mitigée, qu'est-ce qui me nourrit?
toutes ces questions-là, il faut être capable de se les poser et avoir bien sûr quelqu'un qui va guider par ailleurs pour à identifier les besoins et à trouver la meilleure façon de les satisfaire. Mais la meilleure façon de les satisfaire, c'est pas de dire bon voilà la meilleure source de tel ou tel aliment, c'est ça, ce sera forcément préparé comme ça, cuit comme ça, acheté comme ça et forcément en telle Oui, ça quantité. marche pas, ça. C'est trop contraignant. Et il y a très peu d'observance sur le long terme. Donc plutôt essayer de comprendre quels sont les aliments que le patient aime bien. Faire augmenter l'apport en oméga 3 à longue chaîne chez un patient qui déteste le poisson, c'est pas incontournable. Il y a des solutions. Il faut trouver lesquelles et celles qui parlent au patient. Si quand il reçoit la fiche de conseil alimentaire, il a une tronche comme ça, jamais il va y arriver. Bien sûr. Si au contraire, ça lui donne un petit peu l'eau à la bouche. Mais ça, avec c'est ce quelques que tu fais à petits conseils l'hôpital, qu'il hein, fait. il a la fiche, quoi. On donne des fiches, c'est des fiches de Ouais. conseil, mais on est censé les rédiger au moment où on discute avec le patient. Oui, c'est ça. On n'imprime pas un truc qu'on a en réserve et qui est totalement impersonnel parce que chacun est différent, c'est très important. Et à chaque fois que j'ai fait des interventions sur les écoles de naturopathie, la vision était la même. Bien sûr. Alors, il nous reste 5 minutes. Dans ces 5 minutes, elles sont à vous pour que vous nous parliez de tout ce que vous faites. On a bien compris les naturaux, la nature et l'eau pour les petits. Et j'avoue que si j'avais cet âge, je m'inscrirais volontiers dans votre école. Bon, c'est peut-être un peu tard, mais en tout cas, je conseille à tous les parents qui nous écoutent d'aller voir sur place au moins, de rencontrer les maîtresses, enfin, on dit les professeurs des écoles, ça a changé, et de voir les enfants, Alors, parlez-nous un petit peu, pour terminer, vous avez encore, disons, 4 à 5 minutes pour nous expliquer tout ça. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que si je peux réexpliquer l'écosystème, c'est assez important parce que je me suis inspiré beaucoup de belles personnes et aujourd'hui, je me retrouve à l'autre place, j'en inspire d'autres parce que beaucoup ont plein de bonnes idées. Oui. Et c'est vrai que le pôle administratif en France est tellement conséquent que ça décourage souvent ceux qui ont envie de se lancer. Et donc, c'est bien dommage parce que c'est vrai que moi, je dis toujours qu'il vaut mieux vivre ses rêves que... C'est quoi l'expression déjà? Vivre ses rêves que vivre sa vie? Non, c'est l'inverse. Vivre sa vie plutôt que vivre ses rêves. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc là, les enfants, c'était... le début, c'était la naturopathie humaine, hein, on dit pour adultes. Vous aviez une grosse école. Hein. Voilà, une grosse école conséquente, pignon sur rue. Et très vite, on s'est déjà intéressé aussi, on était les seuls, et on est toujours les seuls en France, à proposer un cursus de formation de naturopathie animalière. Parce que les animaux, pareil... Avec un excellent vétérinaire que je connais bien, qui va venir au congrès, qui s'appelle Pierre May. Pierre May, voilà, tout à fait. Et pareil, j'aime bien donner des exemples, parce que comme on a peu de temps, il faut aller dans le concret. Tout à fait. Et quand on voit je dirais, ces propriétaires d'animaux qui aiment leurs animaux, parce que souvent les propriétaires d'animaux aiment vraiment leurs animaux par-dessus tout, et qu'ils n'ont pas pris le temps d'apprendre ce qui est bon ou moins bon pour eux, c'est dommage, parce que vous voyez, un chat, on sait que c'est un carnivore, on leur donne des croquettes bourrées de glucides, ils se retrouvent avec des problèmes rénaux, des cancers, du diabète et tout ce qu'on veut. Mais c'est pareil, ça c'est du bon sens, qu'on prend pas le temps d'analyser, alors que ça se fait très simplement, il n'y a même pas besoin de se former, voilà. Et donc, on s'est attaqué à cela, et c'est vrai que du coup, c'est passionnant pour les personnes qui viennent se former, de découvrir toutes ces choses pour les chiens, chats, chevaux, principalement. Animaux de compagnie. Voilà, plutôt. Et donc, on a travaillé un gros travail sur les enfants avec une éducation. On a évidemment repris tout ce qui fonctionne. On n'est pas que des créateurs, mais vous voyez, il y a des très bons outils Montessori, des éducations freinées, les écoles nature, nordiques. Évidemment, on a repris tout ce qui est bon, hein, et du coup, on y a rajouté ces fameuses intelligences multiples, et avec des professeurs des écoles solides. Parce que la problématique de beaucoup, hein, je veux pas m'attirer des foudres, c'est que les créateurs d'écoles primaires alternatives, ce sont souvent des parents qui ont envie, parce qu'ils sont dépourvus. Ils ont compris aussi que... Mais ils n'ont pas la formation. Voilà. Et du coup, souvent, ça se lance sous forme associatif, le temps que les parents sont là, et quand les enfants sont grands, après ça bascule, ça coule progressivement. Et c'est dommage, parce que si on prend le temps de bien le structurer, c'est vraiment fabuleux, et il y a de plus en plus d'écoles primaires alternatives, justement. Et ce lien qu'on a voulu rajouter, parce que c'est déjà beau, dans un cadre somptueux, mais c'est qu'on a recréé ce lien. Cadre somptueux, je confirme. Voilà. Je préfère que ce soit d'autres qui le disent, mais c'est vrai que le cadre suffit. Vraiment. Voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais on a voulu recréer ce lien intergénérationnel avec nos seniors, souvent oubliés dans un monde où tout va toujours plus vite. Pour les papis et les mamies aussi. Les papis, mamies, et les actifs un petit peu avançant dans l'âge, qui se disent,
je vais bien, Oui. mais j'ai envie de vieillir encore mieux Oui, et bien sûr. entouré. Il y a une porte pour aller vers les enfants qui vont les dynamiser. Eux, on leur permet aussi de partager leurs connaissances, leurs compétences, ce savoir-être. On oublie cette sagesse, hein, on l'appelle de plein de manières. Et en fait, on leur permet de partager parce que dans ce monde où tout va si vite, on leur permet plus, on les écoute plus, les seniors, les aînés, les anciens, voilà. Et du coup, ils mangent ensemble le midi. Donc ça, il n'y a rien de plus fédérateur qu'une bonne tablée. Donc, et c'est là, c'est un moment d'échange où Excellent. chacun échange sur C'est la reconstruction un peu familiale, en quelque c'est sorte, ça qu'on des retrouve, générations. voilà, qu'on retrouve dans certains pays plutôt du sud, hein, en Italie, Oui, la oui, Mama, oui. etc. Et du coup, on Eh recrée ben, ça se voit dans le Jura, à Mont-sous-Vaudrey. un Mont-sous-Vaudrey, c'est Voilà. ça. Et donc, pour terminer, juste à côté, le pôle plutôt santé clinique, avec un centre de formation solide, qui est en train d'évoluer de naturopathie à AS. Donc, c'est dans la santé intégrative et donc une formation encore plus globale, plus fédératrice entre les différents soignants, disons, avec un pôle recherche, parce qu'il y en a marre aussi qu'on ne nous prenne pas au sérieux. Oui, Donc, oui, il y a un oui. pôle de recherche sérieux qui essaie de prouver quand même que le thym, oui, il a une efficacité et qu'aujourd'hui, moi, en tant que naturopathe, je n'ai pas le droit de dire que le thym est anti-infectieux. C'est de l'exercice illégal de la médecine. Alors que nos grands-parents Bien sûr, utilisent s'en ça depuis des servait, bien années, sûr, voilà. bien sûr. Donc, on marche sur des œufs, c'est ça qui est dommage, alors qu'on n'a qu'un objectif, c'est que la personne qui vient nous voir aille mieux, que ce soit par la prévention ou le curatif par la médecine, les nutritionnistes, Au lieu de etc. marcher sur les œufs, le mieux, c'est de les manger. Et c'est très bon Voilà. pour la santé quand ils sont bio, avec des bonnes poules. Avec un jaune pas trop cuit. Hein. Exactement. Écoutez, nous avons parlé 60 minutes. Moi, j'ai été absolument passionné. Vous avez parfaitement répondu à toutes mes questions. Donc, je vous en remercie infiniment. Donc, Mont-sous-Vaudrey, il y a un masterclass du 22 avril qui arrive au 27 avril. Il y a un congrès 15, 16 ou 16, 15, 16, 17 juin. 14 ou Avec 17. avec Christian Perron qui sera là et un très grand nombre d'intervenants qui seront là. Un masterclass sur la santé de la femme qui va être lancé au mois de septembre prochain. Et puis l'école de nutrition holistique qui est à Genève, pas simplement que pour les Suisses, parce que j'imagine que ça peut venir d'un peu partout. Tout le Donc, monde francophone. Francophone, voilà. Voilà, on fait que de la nutrition, on fait pas la naturo, donc si vous cherchez à faire de la naturo, il vaut mieux aller à Mont-sous-Vaudrey. Voilà. Si vous voulez faire que de la nutrition poussée, je vais pas dire obsessionnelle, mais on fait quand même, enfin voilà, je Beaucoup d'heures de commence cours. par donner pas mal de cours de biochimie, etc. Ouais. Donc si c'est vraiment ça que vous voulez creuser, c'est ça qu'on fait. Et qui est ta passion. Ben, merci infiniment. Et donc, on va conclure simplement par, écoutez, mangez tous mieux et meilleur. Allez voir des gens qui sont compétents. Ne faites pas n'importe quoi en regardant n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup plus dans ces domaines de fake news que de bonnes nouvelles. Mais les bonnes nouvelles, c'est que votre santé, pour vous tous, elle est possible. À très bientôt.